Bien écoutez, bonjour à tous. Il est 9h30, il est temps de démarrer ce webinaire sur le thème de l'après-ICIPC, comment s'organiser. Donc ce webinaire fait suite à deux autres webinaires que nous avons organisés début juillet. Le premier sur la désinfection. Tu m'entends pas? La désinfection et la décontamination des bâtiments, et le second sur l'hydrazine maléique, un allié important sur la conservation. Cette troisième séquence que nous organisons aujourd'hui a pour but de faire un état des lieux sur les alternatives au CIPC dans les stockages. Et donc des nouvelles stratégies qu'il faut bien appréhender parce que les produits changent, les méthodes changent, et nous sommes là aujourd'hui pour vous en parler. Donc ce matin, pendant environ 1h30, mes collègues et moi-même allons vous présenter ces alternatives au CIPC dans les stockages. Donc je vais céder la parole dans peu de temps à deux de mes collègues, Morgane Flech et Michel Martin, qui sont tous les deux spécialisés dans la conservation des pommes de terre. Je les laisserai se présenter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions via l'onglet sur le côté questions-réponses. Nous n'hésiterons pas à y répondre au maximum. Et sachez aussi que les présentations vous seront envoyées directement par PDF et vous pourrez revoir aussi ce webinaire, cette vidéo, dans les prochains jours sur YouTube. Écoutez, je passe de suite la parole à Morgane qui va démarrer la présentation, et puis je vous souhaite un bon webinaire. Bonne matinée à vous. Merci Cyril et bonjour à tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des produits alternatifs au CIPC, puis je laisserai la main à Michel pour qu'il vous parle des conditions d'application, avec des focus sur l'aménagement des bâtiments, la thermonébulisation et effectivement la sécurité des opérateurs lors de ces applications. Il fera également un focus sur les stratégies de traitement et enfin, pour finir, un coût indicatif de ces traitements. Alors, tout d'abord, un rappel au niveau de la réglementation. Donc, le CIPC est interdit en France d'utilisation depuis le 8 août 2020. Au niveau de la limite temporaire de résidus, il y a eu déjà plusieurs étapes. Depuis février 2020, on a un retour du comité au niveau de l'Europe pour qu'il y ait la possibilité de mettre en place une LMR temporaire du CIPC qui se situe entre 0,3 et 0,4 mg par kilo. Et on attend le vote de cette limite là, très prochainement, en septembre 2020, où il sera voté le niveau ainsi que la durée. Avec les différents échanges que nous avons déjà pu avoir, on s'attend à ce qu'elle soit fixée aux alentours de 0,4 mg par kilo, et on pense que ce sera pour 2 à 3 ans, sachant que cette limite ce sera bien dégressive au fur et à mesure. Cette limite, à partir du moment où elle sera votée, il faudra encore attendre 10 mois avant qu'elle soit mise en place, donc pour l'été prochain. Donc, au niveau des produits alternatifs au CIPC, on distingue bien ceux qui sont appliqués au champ. Alors là, c'est assez simple puisqu'il n'y a que l'hydrazine maléique, et ceux qui sont appliqués en cours de conservation, donc l'éthylène, l'huile de menthe, ainsi que le 1,4-DMN. J'en profite pour vous parler de l'importance tout de même de disposer d'un bâtiment qui est bien régulé en température, qui est bien ventilé. Ce sont des leviers alternatifs qui vont vous aider de manière non négligeable à tenir la germination de votre tubercule. Donc, tout d'abord, l'hydrazine maléique. Bon, je vais passer assez rapidement dessus puisqu'on a fait un live spécifique dessus. Donc, c'est le seul produit qui s'applique, enfin, la seule molécule, pardon, qui s'applique au champ de manière préventive. Et c'est le seul qui est disponible, du coup, pour les stockages qui sont précaires, qui ne sont pas vraiment étanches. Donc, il a plusieurs effets secondaires positifs et avec certaines conditions d'application à bien respecter, que je vous ai mis dans l'encadré à droite, mais je ne vais pas m'attarder plus dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations dessus, je vous invite à aller revoir le live qui est disponible sur le site Arvalis. Donc, quand même, tout de même, quelques informations au niveau des expérimentations qu'on a pu mettre en place. En fonction des différentes dates d'application, 3 dates d'application que nous avons fait sur 3 variétés féculières, donc Amila, Captavandel et Cardal, en mettant des applications en champ début juillet, début août et fin août. Donc ici, nous n'avons pas vu de différence significative de rendement. Et nous avons également regardé au niveau de la germination ce que ça donnait après 5 mois de stockage à 7,5 degrés.
Donc pour Amila, on peut voir que pour les 2 premières dates d'application, donc vous pouvez voir en rouge et en vert, donc les applications mi-juillet, début août, on arrive à un indice de germination, là qui est sur l'échelle de 0 à 100, on a un indice de 50, alors que le témoin est à 100, donc on a une efficacité de 50. Et l'application de fin août, on voit qu'elle a tendance un petit peu à décrocher. La tenue de germination est moins bonne avec la dernière application que les 2 premières applications plus précoces. C'est également ce qu'on peut voir par exemple sur Cardal. Sur Capta-Vendel, c'est un petit peu plus lissé. Nous avons remis en place cette expérimentation l'année suivante. Donc, une fois encore, sur les rendements, nous n'avons pas vu de différence significative. Et par contre, sur la germination, une fois encore, on a tendance à voir que l'application fin août a tendance à décrocher par rapport aux applications plus précoces. Alors, nous avons quand même une efficacité par rapport aux témoins, mais c'est pour faire un petit point d'attention, si vous comptez stocker vos pommes de terre un petit peu plus longtemps, qu'il faut être plus prudent lors de ces situations-là. Donc maintenant, je vais passer aux produits spécifiques en cours de stockage. Donc tout d'abord, nous avons l'éthylène. Donc l'éthylène, c'est une hormone de croissance qui est homologuée en agriculture biologique et qui s'utilise en préventif. Donc vous avez 2 systèmes, vous avez les photos à droite, la possibilité d'utiliser un générateur d'éthylène de Restrain, où là c'est un dispositif à placer au sein de la cellule qui met l'éthylène en continu dans la cellule. Et vous avez les bouteilles de gaz comprimé d'éthylène que vous voyez sur la photo de droite, où là, les bouteilles sont situées à l'extérieur de la cellule et il faut une certaine installation avec des tuyaux pour pouvoir amener l'éthylène au sein de la cellule. Donc, dans ces 2 situations, vous avez besoin d'avoir un bâtiment qui soit bien étanche, d'autant plus que c'est une concentration qui est mise en continu dans la cellule et non pas une application, on va dire, à peu près tous les mois. Pour ce type de système, il y a bien l'importance du CO2, d'aérer quand même régulièrement vos tubercules. On conseille de ne pas dépasser le taux de 2000 ppm. Alors, si vous dépassez ce taux-là, vous n'allez pas avoir de soucis sur vos pommes de terre, mais c'est que ce taux-là est facile à récupérer, alors que si vous commencez à atteindre 4000 ppm, vous n'allez pas forcément voir de problématiques sur vos tubercules, mais ça va être beaucoup plus difficile à redevenir à un taux plus normal. Donc, on parle beaucoup de la problématique pour la coloration à la friture. Donc, pour cela, nous avons mis en place des essais où nous avons utilisé le générateur Restrain en mettant 10 ppm dans la cellule sur des variétés destinées à la transformation industrielle. Nous avons regardé la germination après 8 mois de stockage à 7 degrés et nous avons regardé également la coloration à la friture de manière régulière au cours de ce stockage. Donc, tout d'abord, l'indice de germination, vous avez toujours sur l'échelle de 0 à 100 sur différentes variétés avec la modalité éthylène et l'ancienne référence CIPC pour comparaison. Alors, vous voyez globalement que la germination reste à des taux un petit peu faibles. On dépasse rarement l'indice de 20, sauf pour Innovator où là, la germination a complètement explosé, surtout si on la compare avec la référence CIPC. Globalement, on est légèrement au-dessus quand même sur la modalité éthylène au niveau germinatif comparé à celle CIPC, sauf pour Marquies où là, on est légèrement en dessous avec l'éthylène comparé au CIPC. Au niveau de la coloration, vous avez ici la coloration pour Marquies et Fontane, donc des colorations qui ont été faites tout au long du stockage. Vous pouvez remarquer que ce soit pour l'une ou l'autre des variétés, la coloration est restée très très faible au cours des 8 mois et n'a pas vraiment augmenté. Donc, nous avons remis en place cette expérimentation l'année suivante, cette fois-ci en se focalisant un petit peu plus sur Fontane et Marquies, comme on a vu que ça donnait de bons résultats la première année. Donc, avec les mêmes conditions, 8 mois de stockage à 7 degrés. Au niveau de l'indice de germination, alors remarquez ici que l'indice de germination, j'ai mis au maximum 30 au lieu de 100, parce que la germination a été très très faible, donc pour pouvoir distinguer un petit peu plus les différences. Et cette fois-ci, du coup, pour comparer, nous avons utilisé de l'huile de menthe. Donc, vous voyez ici que la germination est globalement à 5 ou en dessous de l'indice de 5, et on est légèrement plus faible avec l'éthylène que l'huile de menthe, mais cette différence est minime. Au niveau de la coloration, ça a un petit peu plus bougé que l'année précédente. Donc, on voit que sur les premiers mois de stockage, on avait une coloration relativement faible. Et à partir de juin, un petit peu avant, on commence à avoir une coloration qui augmente. Donc, par exemple, sur Fontane, ça augmente avec l'huile de menthe et ça augmente encore plus avec l'éthylène. Donc, on s'est également posé la question du reconditionnement.
Alors, on a testé plusieurs choses et je vais me focaliser sur le reconditionnement de l'éthylène. Donc là, ici, nous avons fait 2 reconditionnements, un à peu près en juin et l'autre en juillet. Donc, nous avons mis les pommes de terre à température ambiante pendant 15 jours. Donc, si on regarde le premier reconditionnement, la première flèche, par exemple, sur Fontane, on voit qu'on arrive à retourner à la coloration au niveau de l'huile de menthe. Pareil pour Marquies, on diminue considérablement la coloration de la modalité éthylène au niveau de celle de l'huile de menthe. Pour le deuxième reconditionnement fait plutôt en juillet, on voit qu'on arrive moins à diminuer cette coloration-là. Donc, c'est un levier qu'on peut considérer, mais il peut être quand même limitant si on attend un petit peu trop longtemps et que la coloration est trop élevée. Donc, pour conclure un petit peu sur cette partie éthylène et variétés de transformation, s'il y a des agriculteurs qui veulent tenter le coup, alors vous pouvez le faire, mais on vous conseille quand même d'utiliser des variétés Fontane ou Marquies, de prévenir également l'industriel pour qu'il y ait le suivi rigoureux et adapté qui soit mis en place, notamment avec des contrôles de la coloration à pouvoir faire tous les mois, voire même tous les 2 mois si c'est du stockage de longue durée. De tout de même faire attention bien au taux de CO2, d'aérer régulièrement le bâtiment et de trouver le bon compromis entre aérer le bâtiment, mais non plus ne pas laisser tout le temps aérer pour qu'il y ait bien la concentration continue des 10 ppm qui soit au sein de la cellule. Maintenant, au niveau de l'huile de menthe, donc c'est une huile essentielle qui est homologuée en agriculture biologique et également en biocontrôle. C'est le seul produit qui a un effet curatif et qui va réussir à nécroser les germes, comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous ai mise à droite. Il peut s'appliquer soit en thermonébulisation, donc là, dans quel cas il faut l'appliquer rapidement au début de la germination. Si vous l'appliquez tout au début, ça n'aura pas vraiment d'intérêt, parce que comme il a un effet curatif, s'il n'y a pas de germe, ça ne va pas avoir son effet. Et il faut éviter également de l'appliquer trop tard sur des germes trop développés, puisque soit vous allez réussir un petit peu à brûler le bout du germe, mais ça ne réussira pas à brûler le germe tout entier, soit ça pourra réussir à le nécroser, mais potentiellement vous pouvez avoir un petit résidu noir de germe qui peut poser problème visuellement pour la vente sur le marché du frais. Donc avec l'application thermonébulisation, vous avez également la possibilité de l'appliquer en continu avec un dispositif Xedavap que je vais vous montrer sur une photo juste après, où là c'est voilà, on a une dose à mettre en continu dans la cellule, et là on n'a pas besoin de revenir toutes les semaines, tous les 4 à 6 semaines pour faire les applications. Et encore une fois, il faut que le bâtiment soit bien étanche pour pouvoir utiliser ce produit. On a mis en place une expérimentation pour comparer l'application par thermonébulisation et l'application en évaporation avec le Xedavap. Que ce soit pour l'un ou l'autre des procédés, on arrive à une concentration totale sur la campagne de 360 ml par tonne. Et nous avons regardé la germination après 8 mois de stockage à 7 degrés. Donc ici, l'indice de germination pour 3 variétés, Binch, Mona Lisa et Nicolas. Ce qu'il faut observer ici, c'est que l'huile de menthe en évaporation a une efficacité très proche de celle du CIPC poudre et celle de l'huile de menthe en thermonébulisation. On voit que c'est un indice un petit peu plus fort. Pour le poids de germe, on observe les mêmes conclusions avec l'évaporation qui a une efficacité très similaire au CIPC. Donc ici, c'est pour mettre un petit peu l'accent sur le fait de venir de manière plus régulière appliquer l'huile de menthe. Ça permet de nécroser les germes dès qu'ils commencent à le sortir, alors qu'en venant un petit peu moins régulièrement, même si on met des concentrations plus fortes, des fois on n'arrive plus à rattraper les germes qui sont déjà sortis. On a également mis en place une expérimentation pour comparer l'huile de menthe et l'éthylène. Donc cette fois-ci encore, on a comparé la thermonébulisation de l'huile de menthe ainsi que son évaporation avec le Xedavap et l'éthylène avec ses 10 ppm en continu. Donc ici, l'indice de germination que vous avez pour 3 variétés, Binch, Mona Lisa et Nicolas. Si par exemple on regarde Binch, on peut constater qu'on a une efficacité la plus performante avec l'huile de menthe en évaporation continue, suivi de l'éthylène et suivi de l'huile de menthe en thermonébulisation. On sait, mais de toute façon, dans tous les cas, ce sont des germinations qui restent relativement faibles. On s'est également posé la question de la rémanence de ces produits-là une fois que les produits étaient déstockés. C'est ce que vous voyez à 6 mois plus 15 jours, on a mis les échantillons 15 jours à température ambiante. Donc là, vous voyez que pour Binch, on est complètement germé. C'est les points et les rectangles et les carrés que vous pouvez voir en haut.
Donc là, pour la rémanence, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit comme du CIPC. Ce sont des produits qui ont des rémanences plus faibles. Donc, il faut bien être vigilant par rapport à ça. Sur Mona Lisa, vous pouvez voir qu'il y a une petite distinction entre les produits, où là, l'éthylène est plus germé que les deux modalités à l'huile de menthe. On le distingue moins pour les deux autres variétés. Maintenant, pour le 1,4-DMN, donc c'est le dernier produit à avoir été homologué en tant qu'antigerminatif. Donc, c'est une molécule qui est naturellement présente dans la pomme de terre à des concentrations beaucoup plus faibles. Il s'utilise également en préventif. C'est peut-être le produit qui est le plus proche du CIPC en termes de mode d'action et mode d'application. Il est important de bien respecter la période de séchage et de cicatrisation des tubercules avant de l'appliquer. Et une fois que ces périodes-là est passée, il faut l'appliquer le produit rapidement pour qu'il ait son effet préventif. Et les applications ensuite doivent être renouvelées avant l'apparition des nouveaux germes. Donc on conseille l'application au stade clignotant, c'est-à-dire quand la zone sous l'œil commence à devenir un petit peu plus claire. Mais c'est un stade qui est parfois un petit peu difficile à distinguer. Donc si vous n'arrivez pas à distinguer ce stade, il faut le faire dès qu'on commence à avoir des germes naissants et voir plus tard sur des germes au stade point blanc. Donc encore une fois, il est bien nécessaire d'avoir un bâtiment étanche pour ce produit-là. Il y a 2 points tout de même à noter sur ce produit, c'est qu'il y a des restrictions pour l'alimentation animale qui ont été mises en place dû à un manque de données en fait, lors de l'homologation. Et également, pour le moment, il y a un délai entre le moment de l'application et le moment de vente qui est à 30 jours. Donc nous avons fait une expérimentation pour comparer l'efficacité du dormir à celle du CIPC, où là, quelqu'un on a fait du CIPC en thermonébulisation et en poudre. Et on a fait ça sur 2 années consécutives, qui sont résumées sur ce graphique, sur les 3 variétés Binch, Nicolas et Mona Lisa. Donc ici, ce que vous pouvez noter sur l'indice de germination du dormir, c'est qu'il se situe entre celui du CIPC poudre et celui du CIPC de thermonébulisation pour l'année 2015-2016. Et pour l'année 2016-2017 sur la droite, vous voyez même que l'efficacité du dormir se rapproche même de celle du CIPC poudre. Donc une efficacité relativement bonne. Sur le poids de germe, vous voyez à peu près, on en tire les mêmes conclusions, avec le dormir qui se situe pour les 2 années très proche du CIPC poudre en termes d'efficacité. Donc ici, je vous ai mis un tableau récapitulatif sur tous les produits antigerminatifs alternatifs au CIPC. Donc l'hydrazine maléique, donc vous l'avez sûrement connu depuis des années sous le nom de Phasorstar, mais ça fait déjà quelques temps qu'il n'est plus disponible. Donc pour le moment, en solution disponible, vous avez de l'Itcan. Donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est un produit qui agit en préventif en prolongeant la dormance des tubercules, qui s'applique au champ sur les périodes où il faut respecter 80% des tubercules qui se trouvent entre le calibre 25 et 35 mm. Et c'est le produit qui peut s'utiliser sur des stockages qui ne sont pas étanches, où il n'y a pas forcément de bâtiment très bien établi prévu pour le stockage. Pour l'éthylène, donc soit vous le trouvez sous forme de bouteille de gaz sous Biofresh, soit sous forme de générateur d'éthylène avec Restrain. Donc c'est une hormone de croissance qui agit en prévention en bloquant l'élongation des germes. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre des procédés, il s'applique en continu dans la cellule. Il faut l'appliquer rapidement après le séchage des tubercules pour qu'il ait son action préventive. Pour le 1,4-DMN, donc c'est sous le nom du produit Dormir par la société Dormfresh. Donc c'est un régulateur hormonal qui agit encore une fois en préventif en améliorant la dormance des tubercules, qui s'applique en thermonébulisation et c'est appliqué rapidement encore une fois après cette phase de séchage et cicatrisation, au stade clignotant, voire au stade naissant. Et pour l'huile de menthe, sous le nom du produit Bioxène par Xeda, c'est une huile essentielle, la seule à avoir l'effet curatif pour nécroser les germes, qui s'applique soit en thermonébulisation, soit en évaporation avec le Xedavap, et qu'on conseille d'appliquer au stade point blanc. Donc, les 3 produits-là, ce sont des produits à appliquer sur des bâtiments bien étanches. D'un point de vue un peu plus réglementaire, donc l'éthylène est homologué en agriculture biologique, l'huile de menthe également, ainsi qu'en biocontrôle. Donc l'hydrazine maléique, la limite de résidus est fixée à 60 ppm, pour le 1,4-DMN, c'est fixé à 15 ppm. Au niveau des doses d'application, donc pour le Phasorstar, vous aviez la possibilité de faire 2 applications pour arriver au maximum à 5 kg par hectare. Pour l'Itcan, c'est seulement une seule application pour arriver au maximum à 11 litres par hectare.
Pour l'éthylène, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est fixé à 10 ppm avec une montée progressive en concentration pour éviter de stresser les tubercules. Pour le 1,4-DMN, c'est de la thermoimmobilisation avec 6 applications au maximum à 20 ml par tonne tous les 28 jours. Donc il y a rarement besoin d'arriver aux 6 applications pour avoir l'efficacité nécessaire sur la campagne. Et pour l'huile de menthe, en thermoimmobilisation, c'est une première application, on va dire, assez concentrée à 90 ml par tonne, suivie de jusqu'à 9 applications à 30 ml par tonne, selon les besoins, la pression germinative qui se trouve dans la cellule. Et si c'est appliqué en évaporation, on est à 1 à 2 ml par tonne et par jour. Et que ce soit en thermoimmobilisation ou en évaporation, on arrive au maximum à 360 ml par tonne sur la campagne. Donc, au niveau des délais de vente, le petit point également sur le 1,4-DMN où il y a 30 jours, où il faut faire attention sur ce point-là. Donc, sur les avantages et inconvénients de tous ces produits, donc l'hydrazine malique qui permet de décaler la première application au stockage et qui permet peut-être d'avoir aussi une certaine sécurité sur ce point-là, qui permet de limiter les repousses au champ, les repousses physiologiques et qui s'appliquent dans les stockages précaires. Attention tout de même sur les périodes d'application, par exemple si c'est des conditions séchantes pour que le produit puisse arriver en concentration suffisante de les tubercules. Et également attention au stockage de longue durée, là on l'a vu, où ça peut être limitant à une certaine période. Au niveau de l'éthylène, pour les avantages, ça va être son prix, mais je laisserai Michel détailler ça sur la fin de la présentation. Sa facilité d'application qui s'applique en continu. Il faut l'appliquer quand même tout de même rapidement après le début de la mise en stockage, après le séchage des tubercules. L'application en continu peut être un avantage, mais il peut être aussi un inconvénient au niveau de l'aération. Tout de même faire attention à ça avec le CO2 tout de même, je vous en ai parlé. Et attention à certaines variétés destinées à l'industriel. On ne peut pas faire ça avec toutes les variétés industrielles. Pour le 1,4-DMN, avec son application en thermoimmobilisation relativement proche de celle en CIPC, qui peut avoir son effet fongitatique potentiel, donc stopper le développement des champignons au sein de la cellule. Attention encore une fois à bien respecter la période de cicatrisation, notamment pour les tubercules qui ont des peaux fines comme les chairs fermes, où là il peut être plus adéquat de réaliser des applications à 10 ml par tonne au lieu des 20 ml par tonne. D'avoir un brouillard bien sec avec la thermoimmobilisation et attention à l'alimentation animale qui n'est pas autorisée à cause du manque de données lors de l'homologation. Et enfin pour l'huile de menthe qui a son effet curatif sur les germes, donc un effet très intéressant, qui s'applique un peu de souplesse soit en thermoimmobilisation, soit en application continue selon les besoins de l'agriculteur et à appliquer rapidement au début de la germination pour ne pas se retrouver trop embêté avec des résidus de germes. Voilà, c'est terminé pour la partie sur les produits alternatifs au CIPC. Je vais maintenant te relaisser la main, Cyril, pour que Michel continue. Merci à tous pour votre attention. Bien, écoute, merci Morgane pour cette partie sur les alternatives au CIPC au niveau des produits. Juste pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra dans la seconde phase du webinaire après la présentation de Michel. Et n'hésitez pas non plus à cliquer quand vous vous déconnectez ou avant de vous déconnecter sur l'enquête de satisfaction pour nous donner quelques recommandations sur ce webinaire et sur cette partie autour de la presse IPC, de façon à savoir ce sont des choses qu'il faut, où vous êtes satisfait, et ce sont des choses qu'il faut qu'on perdure dans le temps et qu'on recommence à l'avenir. Écoutez, je vais de ce pas laisser la main à Michel, que vous connaissez sans doute tous, et pour la suite de la présentation. Merci Cyril, bonjour à tous. Donc Michel Martin, donc je suis responsable du pôle stockage et valorisation des pommes de terre à Arvalis. Et donc on va regarder un petit peu pour compléter la présentation de Morgane sur la présentation des produits, un petit peu tout l'environnement concernant cette application qui va être particulièrement important à prendre en considération. Tout spécialement, donc si auparavant vous étiez un utilisateur de CIPC en poudre en ultra bas volume, puisque là c'est pratique d'appliquer directement
directement un produit antigerminatif à la mise en stockage des pommes de terre, dorénavant, c'est quelque chose de révolu pour l'instant. En tout cas, il n'y a aucun produit qui permette ce type d'application. Ce qui suppose d'avoir, dans ce cadre-là, si vous étiez dans ce cas-là, d'adapter votre bâtiment à l'application de ces produits applicables en cours de conservation, a fortiori, si vous n'aviez pas fait d'application d'hydrazine maléique au champ. Un des premiers points importants, Morgane l'a souligné, au niveau des produits, donc ce sont des produits qui sont appliqués en cours de conservation, donc qui nécessitent d'avoir une bonne étanchéité de l'enceinte de stockage, enfin en tout cas une étanchéité satisfaisante. On n'est pas forcément besoin d'avoir un bâtiment de type atmosphère contrôlée, donc complètement étanche, mais limiter un bâtiment qui permettra de limiter les fuites au maximum, sachant que toutes les fuites sera pour conséquence d'avoir une perte de produit avec un impact possible sur l'efficacité. Cette perte de produit pourra être plus dommageable par contre si vous avez des produits agricoles autres stockés dans des cellules proches avec des risques de contamination croisée, si par exemple vous stockez des carottes juste à côté ou des oignons, etc. Certains produits, donc toute présence de résidus, notamment par exemple de DMN, de diméthylnaphthalène sur ces produits-là, nécessitera de détruire votre lot stocké de produits production agricole autre que de la pomme de terre. Si on veut également que les produits appliqués en cours de conservation aient une bonne efficacité, il faut s'assurer de leur bonne distribution à l'intérieur du bâtiment de stockage. Ce qui suppose d'avoir, si vous stockez des pommes de terre en vrac, un réseau de gaines de distribution d'air adapté à la diffusion de l'air homogène à l'intérieur du stockage, en ayant également la possibilité de mettre en œuvre un recyclage interne dans votre bâtiment de stockage, de façon à faire passer véritablement le produit au cœur des produits stockés, des pommes de terre stockées. Si vous stockez des pommes de terre en caisse, là, il faut également être vigilant dans la disposition des caisses, de façon à pouvoir créer un circuit d'air également grâce à la mise en œuvre d'une ventilation annexe, ou à la rigueur en utilisant également le système de ventilation existant par groupe froid, donc de façon à ce que le produit puisse bien se disperser tout autour de la masse des tubercules stockés. Et il y a tout intérêt à être particulièrement vigilant sur notamment le taux de remplissage de ce bâtiment. Le fait de stocker en caisse peut quelquefois permettre d'exagérer un petit peu la quantité de pommes de terre que l'on stocke. On considère qu'il faut quand même maintenir au minimum 15% d'espace vide au sol pour que l'air puisse bien se répartir dans ce bâtiment de stockage, en privilégiant notamment des espaces vides le long des parois, donc pour que l'air se distribue bien dans toute la périphérie de la masse des caisses stockées. Un petit focus également sur les conditions d'application, donc notamment en ce qui concerne la thermonébulisation. Pour ceux qui n'avaient pas encore pratiqué cette technique, c'est une technique quand même qui a ses spécificités. Il s'agit d'appliquer le produit sous la forme d'un brouillard de très fines gouttelettes, donc l'on va nébuliser dans le bâtiment. Donc c'est un type d'application aujourd'hui qui va être nécessaire la plupart du temps, enfin pour l'huile de menthe principalement, et exclusivement pour le diméthylnaphthalène. Là, j'ai remis également prochainement huile d'orange. Bon, Morgane n'en a pas parlé tout à l'heure, puisque là, il n'y a pas encore d'homologation sur cette nouvelle molécule, mais c'est une nouvelle molécule que l'on pense voir homologuer dans les mois à venir et qui pourra compléter un petit peu le panel que l'on a évoqué tout à l'heure. La thermonébulisation, ça nécessite quand même d'apporter une attention particulière à de nombreux points
pour assurer à la fois une bonne distribution homogène du brouillard dans le bâtiment, une bonne sélectivité également des produits que vous allez appliquer, et en prenant garde également, dans la mesure où on a un point chaud, de limiter au maximum le risque incendie. On ne va pas rentrer dans le détail de tous ces points parce que là, ça supposerait d'y passer quand même un certain temps. Là, je me suis focalisé, par exemple, sur la problématique sélectivité. Puisque là, on crée un brouillard de très fines gouttelettes qui va se déposer à la surface des pommes de terre. Et donc, si on veut éviter que ces gouttelettes de produits ne causent des dégâts aux tubercules, on a d'abord, le premier point important, ça va être de respecter la température d'application du produit pour que le brouillard qui va être diffusé soit un brouillard sec, donc qui ne mouille pas la pomme de terre lorsque on va arriver au contact de ces tubercules stockés. Pour éviter également tout risque, donc il est vraiment également important que les tubercules soient parfaitement secs et cicatrisés avec des lenticelles refermées au moment de l'application. De chercher également à homogénéiser au mieux la température des tubercules stockés en faisant de la ventilation interne pendant 24 heures avant le traitement, donc de façon à éviter des zones chaudes et surtout des zones froides sur lesquelles on pourra avoir de la condensation de produits à la surface des pommes de terre. Lorsque le tas de pommes de terre s'approche se trouve à proximité du point d'application, quelquefois il y a lieu également de protéger les tubercules qui se trouvent dans l'environnement proche du canon de thermonébulisation pour éviter une projection directe de gouttelettes à la surface des tubercules. Et pour de ce fait limiter également ce risque, donc en lien avec ce que je viens de dire, tout intérêt à avoir un espace le plus ouvert possible devant le canon de thermonébulisation pour limiter ce risque de projection. Qui dit nouveau produit dit également nouvelles molécules, et toute nouvelle molécule phytosanitaire donc a également ses caractéristiques toxicologiques, écotoxicologiques. Donc ce que je vous invite, moi, c'est à vous reporter aux prescriptions qui sont données sur le site IFI-ANSES, donc qui précisent les conditions d'emploi de ces produits dans les différents types d'opérations. La sécurité à prendre pour les opérateurs au niveau de ces manipulations, au niveau de ces opérations. Donc ces opérations qui peuvent être dans certains cas, donc on va stipuler les précautions à prendre lors de la manipulation et l'application de ces produits, voire des protections spécifiques à prendre si on inspecte les lots de pommes de terre, voire également pendant les tâches de reprise de ces tubercules. Donc, à chaque fois, utiliser à bon escient les EPI adaptés, combinaison de travail, gants, lunettes, et notamment également faire bien attention au port du masque à chaque fois que c'est réglementaire, puisque là, un certain nombre de produits tels que l'huile de menthe, le DMN, sont notés comme à risque sur les voies respiratoires. Donc, n'hésitez pas à bien porter ces EPI à chaque fois que nécessaire. Vis-à-vis en ce qui concerne ces produits, on a évoqué toute Morgane est venue sur leur présentation. Maintenant, comment les utiliser? Quelle stratégie utiliser pour leur mise en œuvre? Il faut savoir quand même que ces stratégies pourront être diverses. On va lister plutôt plusieurs critères de choix, donc qui peuvent être à considérer pour adopter la meilleure stratégie de traitement antigerminatif, donc sachant que les focus à prendre peuvent être quelquefois assez divers, mais en tout cas sont propres à chaque exploitation, et donc il n'y a pas véritablement un produit de remplacement du CIPC, mais une stratégie à adopter pour choisir
effectivement les meilleurs produits, mais souvent à intégrer les uns après les autres pour garantir le meilleur résultat au final. Sachant que les alternances de produits sont possibles, bien entendu, dans le respect des doses totales applicables au cours d'une campagne de stockage. Vous n'avez pas forcément à opter pour un seul produit, tout comme on utilisait assez régulièrement, par exemple, déjà de l'hydrazine maléique et ensuite des traitements CIPC. Là, on peut très bien faire des traitements hydrazine maléique, plus dormir, plus huile de menthe, par exemple, derrière. Ça ne pose pas de problème réglementaire. Ce qui est important, c'est la dose totale appliquée de façon à respecter le niveau de LMR au final pour la commercialisation des pommes de terre. Et en plus, par rapport à cela, ce que l'on peut dire sans être trop alarmiste, c'est qu'on se trouve effectivement dans un contexte aujourd'hui de transition vers un nouveau modèle de conservation antigerminatif des pommes de terre, avec là peut-être des disponibilités en produits qui pourront être limitées cette campagne, parce que là, bon, effectivement, au niveau des sociétés, toutes les sociétés ne sont pas prêtes à remplacer, à fournir certainement toutes les quantités nécessaires pour être le produit de remplacement du CIPC. Donc, il y a la nécessité de partir certainement vers une stratégie aujourd'hui de traitement en complémentaire, avec une complémentarité entre les produits, et également se tenir prêt à jouer sur les différents leviers disponibles pour le producteur. Ces critères de choix de stratégie, bon, on va les énumérer, alors ils ne sont pas exhaustifs, mais par exemple, effectivement, le type de débouché peut être quand même un point important dans le choix à prendre sur le produit. On l'avait évoqué, par exemple, donc Morgane l'a évoqué sur le sucrage des tubercules, notamment pour les pommes de terre destinées à la transformation en produits frits. À ce jour, là, la recommandation ou possibilité d'utilisation aujourd'hui qui semble acquise compte tenu des données que l'on a déjà pu avoir sur le produit, semble plutôt acceptable, on va dire, pour Fontane et Marquez exclusivement. Si vous avez une autre variété de transformation que ces deux variétés-là, pour l'instant, ce n'est pas recommandé d'utiliser l'éthylène sur ces autres variétés pour la conservation, pour la transformation. Si vous avez des débouchés qui imposent des niveaux de résidus dans les tubercules, maximum à pas dépasser, là où la présence ou pas de résidus, donc notamment par exemple en production biologique, on a quand même deux produits qu'on peut appliquer en production biologique, que sont l'éthylène et l'huile de menthe. Ça interdit l'utilisation donc d'autres matières actives, et même si par exemple le DMN est un produit donc d'origine naturelle initialement, c'est pas un produit homologué pour la production biologique. J'évoquais également tout à l'heure par les fuites possibles et les risques de contamination croisés que l'on peut avoir entre l'eau, entre cellules de stockage. Là, si vous craignez ce risque-là, vous avez tout intérêt à opter pour un produit ne laissant pas de résidus présents sur d'autres produits agricoles qui pourraient être stockés à proximité. Le type également de commercialisation peut être à prendre en considération, puisque là, on a évoqué tout à l'heure le fait que certains produits ont des délais nécessaires à prendre en considération avant la mise en marché des pommes de terre. Donc, si vous avez affaire à un déstockage groupé de l'ensemble de votre bâtiment, là, il y a beaucoup plus de souplesse au niveau du choix de produits à avoir que si vous allez déstocker vos pommes de terre du fait du mode de commercialisation que vous avez toutes les semaines, voire tous les jours. Donc là, le choix du produit également devra intégrer cette dimension-là.
En fonction de la durée de stockage, et notamment par exemple vis-à-vis d'une sécurité de l'efficacité antigerminative, si vous souhaitez éviter des démarrages rapides de la germination après la mise en tas, garantir une efficacité long terme, par exemple, là, plusieurs résultats ont montré de manière récurrente qu'on a tout intérêt à avoir déjà un traitement préalable à l'hydrazine maléique au champ pour limiter ces démarrages un peu trop rapides en fin de conservation. On a vu également pour les variétés de transformation, l'utilisation d'hydrazine maléique pouvait limiter les problèmes de germination interne dans les tubercules. Cet effet rémanence également de l'hydrazine maléique, on le voit sur des essais que l'on a pu faire là cette année, en regardant un petit peu la reprise de germination dans un délai de 15 jours après des stockages, en combinant également l'utilisation du froid, que le fait de stocker effectivement ces pommes de terre à basse température, donc là en l'occurrence 7,5 degrés, pouvait permettre d'avoir un effet intéressant pour limiter cette reprise de germination post-stockage. Le fait d'avoir traité à l'hydrazine maléique également auparavant les pommes de terre faisait qu'on a également une rémanence qui n'est pas négligeable. Ici, par exemple, si les commercialisations, si le commerçant qui va mettre en vente les pommes de terre n'est pas équipé de rayons réfrigérés pour stocker les pommes de terre, si on veut éviter un redémarrage trop rapide des pommes de terre dans ces rayons, là, le fait d'utiliser l'hydrazine maléique permet de réduire de 90% le volume de germination après 15 jours de maintien en rayon de ces pommes de terre. La sécurisation, des points à prendre en considération autour de l'efficacité antigerminative, concerne également d'autres points. Donc là, on parlait tout à l'heure j'évoquais les problèmes de manque de sélectivité. J'ai évoqué la germination interne, la rémanence après des stockages. Donc, ce sont tous des points parfois à intégrer dans le raisonnement du choix du produit ou à combiner les produits de la meilleure façon possible. Donc là, en fonction de la façon dont vous appréhendez également le traitement antigerminatif, donc c'est vrai que par rapport à une application poudre et ultra bas volume qui était assez simple à mettre en œuvre, on a quand même des technologies qui peuvent être un petit peu plus complexes aujourd'hui au niveau de cette mise en œuvre, et donc selon vos configurations, selon votre façon de voir les choses, effectivement vous avez également peut-être à adapter votre stratégie d'une manière à l'axer sur un profil un peu particulier. Ce qui peut être également à prendre en considération, c'est une conduite intégrée sur l'exploitation. Et donc là, le fait d'utiliser également certaines techniques anti-germinatives peut permettre également de rentrer dans cette démarche plutôt de conduite intégrée. Donc si on considère par exemple des effets secondaires sur la repousse physiologique ou sur la réduction des repousses sur la culture suivante, qui va permettre aussi de diminuer la pression parasitaire dans les parcelles dans les années à venir. Donc ça peut être des points qui peuvent faire pencher aussi la balance, par exemple dans ces deux cas-là, pour l'utilisation d'hydrazine maléique au champ, au préalable à des traitements complémentaires en cours de conservation. Alors tous ces produits, bien entendu, vont conduire à avoir également des coûts d'intervention qui vont être différents de ce qu'on pouvait avoir par le passé, par le biais de l'utilisation de CIPC. Donc il peut être intéressant
regarder, et utile très certainement, de regarder à quel coût on va pouvoir avoir peut-être, va résulter de telle ou telle stratégie. Une précaution malgré tout, donc là, même si effectivement vous voyez donc quelques chiffrages qui ont été faits, donc avec des exemples de coûts indicatifs moyens attendus pour environ 6 mois de stockage, donc sont des évaluations qui ont été faites, mais qui peuvent être sujettes quand même, elles sont qu'indicatives, elles sont sujettes quand même à variation. Puisque beaucoup de paramètres, beaucoup de facteurs vont intervenir sur la pression germinative des tubercules stockés et risquent de, soit dans le bon sens, d'avoir une pression germinative plus faible en cours de conservation, d'où une réduction possible des doses appliquées au total, hein, donc peut-être de réduire le nombre d'interventions, donc de ce fait, moins de produits sera appliqué, donc ça coûtera moins cher. Inversement, bon là malheureusement, j'allais dire cette année, on a quand même plutôt une année avec un facteur défavorable à ce jour, je pense, du fait des fortes températures que l'on a pu avoir en production. On risque d'avoir des pressions germinatives élevées en cours de stockage et donc de ce fait certainement la nécessité d'être également très vigilant et revenir peut-être un peu plus souvent que ce qui était envisagé ou envisageable vis-à-vis de ces traitements appliqués en cours de conservation. En tout cas, je vous invite quand même à être très vigilant sur le suivi et de la ventilation, de la réfrigération pour maintenir au mieux la température de vos tas et les maintenir dans un état le mieux ventilé possible. Donc en conclusion donc de cette présentation, donc produits, stratégie post-CIPC, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, tout d'abord, je pense quand même que ça risque d'être véritablement un changement majeur, tout particulièrement pour les producteurs utilisant du CIPC poudre ou liquide, a fortiori si effectivement vous n'aviez pas de bâtiment bien adapté à la ventilation donc ou alors même si vous aviez un peu de ventilation, on n'avait pas forcément trop la possibilité de faire du recyclage interne. Donc là, si on utilise des produits en stockage, il faudra là apporter un effort tout particulier sur le bâtiment dans un premier temps. Les nouvelles solutions peuvent demander, donc ce que j'évoquais là, donc de ce fait une adaptation des bâtiments de stockage, sachant que les solutions que l'on va appliquer sont des solutions qui vont être appliquées en cours de conservation, vont dépendre donc du réseau de distribution d'air dans votre bâtiment, de la qualité également des conditions de conservation qu'on va pouvoir maintenir et surtout, là, je reviens toujours sur les producteurs qui avaient l'habitude d'utiliser de la poudre ou du liquide où on avait une sécurité maximale pour bloquer la germination. Dans ces cas-là, attention à ne pas s'affoler trop rapidement parce qu'on va avoir certainement des germes qui vont apparaître, des points blancs qui vont apparaître. En réagissant suffisamment rapidement, ce n'est pas quelque chose qui va être dramatique, mais il va falloir bien surveiller les stockages pour adapter la conduite de conservation et anti-germinative en stockage au mieux pour éviter que cette situation ne se détériore sur le plus long terme. Donc, de ce fait, effectivement, plusieurs solutions de remplacement donc, sont disponibles. Elles sont combinables en les alternant. Alors, ce n'est pas une obligation, on n'est pas dans une approche comme des fongicides de chercher de la résistance par rapport à ça, mais donc plutôt en fonction des modes d'action des produits et donc de la configuration dans laquelle on se trouve, on n'est pas inféodé à un
seul produit, on a la possibilité d'utiliser un panel de produits, donc en fonction donc des besoins qui vont survenir en cours de conservation, et notamment également les conditions de mise en marché des pommes de terre. On avait fait un webinaire dédié à son utilisation, l'hydrazine maléique, début juillet. C'est parce qu'effectivement, l'utilisation de l'hydrazine maléique permet quand même fortement de réduire la pression antigerminative, en début de conservation, mais possède également un impact sur la conservation long terme. Donc c'est vrai que si on souhaite également sécuriser un peu les conditions de stockage et vis-à-vis de la protection antigerminative sur le long terme, là on avait tout intérêt, là maintenant aujourd'hui il est un peu tard, mais on avait tout intérêt à utiliser l'hydrazine maléique comme étant un bon point de départ pour maîtriser ensuite les conditions de l'évolution de la germination en cours de conservation. Et à nouveau, je réinsiste sur le fait que les conditions de conservation et la bonne maîtrise donc, de la ventilation, l'utilisation de la réfrigération seront très certainement des points majeurs à prendre en considération si on veut bien réussir le contrôle antigerminatif en cours de conservation, à compléter également par un contrôle fréquent de l'évolution de la germination dans les bâtiments de stockage pour intervenir voir l'évolution des pommes de terre et intervenir également à bon escient. À bon escient, ça veut dire éviter de se retrouver dans une situation difficile et donc d'avoir des débuts de germination qu'on pourra avoir peut-être du mal à contrôler, mais ça peut être également de surveiller, Morgane évoquait notamment pour le diméthylnaphthalène l'intérêt de l'appliquer au moment où on est dans un stade clignotant. Tant qu'on n'atteint pas ce stade clignotant, on n'a pas forcément non plus la nécessité de réintervenir. Donc cette surveillance peut être également synonyme d'économie si les conditions de conservation se passent bien. Donc là, on peut également avoir à attendre un petit peu pour faire une nouvelle intervention et de ce fait économiser également du produit si c'est possible. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. C'est donc Morgane et moi sur ces aspects. Et donc là ensuite, maintenant on peut passer aux questions, je pense. Cyril, je te repasse la parole, sachant qu'effectivement, j'ai oublié cette dernière diapo, vous retrouverez également des recommandations sur l'après-CIPC au travers de cet article qui se trouve en ligne déjà depuis et qu'on actualise régulièrement depuis l'automne dernier, donc sur l'après-CIPC. Donc sachant qu'une bonne partie également de ces références qui sont à l'intérieur ont été déjà diffusées aussi via l'UNPT sous un format papier.